Nouveau test d'une voiture 100% électrique et aujourd'hui on ne teste pas n'importe laquelle, on teste l'Alpine A290. C'est parti. Bienvenue à bord de l'Alpine A290. Alors on pourrait dire Renault 5 Alpine A290 ou la R5 Alpine. Bref, on est sur le design complètement ou presque identique à la nouvelle Renault 5 100% électrique. Mais ici en version Alpine A290, donc c'est sa dénomination. On va voir qu'il y a quand même pas mal de changements esthétiques, mais pas que. Donc prenez vos popcorn et installez-vous confortablement puisque les tests de voitures électriques ici sur cette chaîne YouTube sont assez longs puisqu'ils sont assez complets mine de rien. Donc on va tester le confort, on va regarder un petit peu l'aspect esthétique, les caractéristiques techniques du véhicule. On fera des tests de recharge, on fera également un test long trajet, petit road trip. Alors est-ce que cette citadine est capable de faire des longs trajets avec sa petite batterie de 52 kW? Eh bien on le verra dans cette vidéo. Alors ici je suis dans le modèle GTS, donc c'est déjà le 4e niveau de finition. La version de base c'est GT, puis GT Performance. Ensuite on a le GT Premium et ici on a la version GTS. Et à partir de cette version GTS, puis après on a encore une version Premium Edition. On retrouve une batterie de 52 kWh, mais un moteur gonflé à 220 chevaux au lieu de 180 sur les versions d'entrée de gamme, on va dire, de premier niveau. Donc forcément, on va avoir des aspects esthétiques différents par rapport à la version d'entrée de gamme, avec des jantes un peu plus travaillées, beaucoup plus sportifs, une déco aussi un peu plus haut de gamme, un intérieur vraiment qualitatif en cuir, des inserts en cuir sur la planche de bord, etc. On est vraiment sur quelque chose de très bien fini, de très haut de gamme. Comme d'habitude, je vais vous afficher à l'écran les spécifications techniques de la voiture. Donc ici, on est sur une voiture qui fait 1,5 tonne environ. Donc comme je disais, batterie de 52 kWh. Au niveau de la taille, de l'encombrement du véhicule, on est sur une longueur de 3,99 m, donc quasiment 4 mètres de long. Une largeur de 1,82 m pour une hauteur d'environ 1,50 m. Un empattement de 2,50 m, donc c'est pas trop mal. On garde quand même un espace à bord pour les passagers, aussi bien à l'avant à l'arrière, confortable pour une citadine, même si forcément ça sera loin d'être un véhicule spacieux évidemment. C'est logique, on est dans un véhicule qui est assez petit, qui est quand même destiné à la base pour la ville, etc. Diamètre de braquage de 10,2 mètres. Donc moteur de 220 chevaux comme je le disais, un 0 à 100 en 6 secondes 4 contre 7 secondes 4 sur le moteur de 180 chevaux. Et ici notre modèle, donc sans option supplémentaire évidemment, commence à 42 700 € bonus déduit. Donc ça commence à faire très cher pour une citadine un petit peu sportive. Mais forcément ici ce qu'on va chercher dans ce type de véhicule, c'est pas forcément l'efficience, on va pas forcément regarder non plus trop sur le tarif puisque c'est un modèle qui est quand même assez iconique. On va rechercher évidemment le haut de gamme, entre guillemets le luxe, avec des finitions et des matériaux de très bonne qualité, un esthétique assez sportif. Donc clairement ça va se ressentir sur le tarif et aussi on le verra sur la consommation. Et oui, au niveau de la consommation ça va se ressentir, on le verra pendant les tests long trajet, autoroute, etc. Ici Alpine annonce une consommation moyenne de 16,6 kWh au 100, donc on essaiera de le vérifier. Mais à mon avis je pense qu'on sera quand même un peu plus haut. Autonomie WLTP annoncée 361 km avec une batterie de 52 kWh. Alors le pic de charge sur les bornes en courant continu sera de maximum 100 kW. Alors c'est pas énorme, mais on n'a pas une batterie non plus gigantesque. Donc le 10-80%, on sera autour des une demi-heure. Et en courant alternatif, ça sera maximum 11 kW.
Au niveau de la vitesse max, alors on a quand même un 0 à 100 en 6 secondes 4, ce qui est plutôt pas mal, mais malheureusement on est bridé à 170 km/h. Donc bon, faudra pas trop espérer faire des grosses vitesses de pointe sur l'autobahn en Allemagne. Mais bon, en France, 170 km/h, c'est largement suffisant. Alors sur la modèle 220 chevaux, hein, évidemment, sur le plus gros moteur, sur le modèle 180 chevaux, on sera limité à 160 km/h. Donc, ça fait pas une grande différence. Et 170, honnêtement, comme je le disais, qui roule à 170 km/h? Honnêtement, personne, à part pour éventuellement faire un dépassement, ne pas être limité à 130 ou 140, c'est pas mal. Mais bon, voilà, 170, c'est plus que suffisant. Alors au niveau de la planche de bord, vous allez voir, on a quand même quelque chose d'assez familier par rapport à la Renault 5, par rapport à la Mégane E-Tech, par rapport même au Scénic que j'ai testé précédemment sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le petit i en haut à droite de l'écran. Je m'étais trompé. Alors, je m'étais basé sur une version iconique, je crois, par rapport à ce que j'avais dit au niveau des équipements, etc. Alors qu'en fait, j'avais la version de base. Donc, mea culpa pour ça. Ici, je vais essayer de ne pas me tromper dans cette vidéo. Alors, le plus gros changement esthétique qu'on va voir dans cette Alpine, alors j'allais dire Renault 5, dans cette Alpine A290, c'est vraiment le volant qui est typé vraiment sport. Ici, entièrement gainé de cuir avec ici la petite bande blanche pour rappeler les volants de course. Hein, vous savez, quand on est pour repérer, on va dire, le sens des roues, quand on est bien aligné, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment joli. Ça fait tout son charme. On retrouve ici un petit bouton rouge. Oui, vous l'avez vu, il se voit très très bien même d'ailleurs. C'est le bouton Overtake. C'est une sorte de petit boost quand vous allez faire des accélérations pour avoir les performances maximum de la voiture si vous n'êtes pas en mode sport. Donc bon, ça c'est sympa. Est-ce que ça a une utilité? J'en suis pas certain. Bon, mais ça a le mérite d'être là. Donc sur la gauche, comme d'habitude, on va retrouver tout ce qui est gestion des aides à la conduite. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir derrière l'écran, là-bas, j'ai bien l'assistance à la conduite autonome de chez Renault. Donc pour l'instant, je l'ai mis en route pour sortir de Paris. Donc là, je suis à 90 km/h, vous voyez. Et ça marche vraiment très très bien. On verra sur les longs trajets quand on fera le long parcours, le petit road trip, voir si c'est confortable ou non, si c'est mieux que les concurrents. Mais pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que ça marche plutôt bien. Donc ici, vous pourrez choisir entre les différents modes de conduite, donc l'assistance à la conduite autonome, le régulateur de vitesse adaptatif, un limitateur de vitesse. On peut aussi régler au centre avec le petit bouton la distance de sécurité, hein, si on veut une grande distance entre la voiture que l'on suit ou non. Là, on a la petite molette pour changer les différentes vitesses. Hein. Quand on est en régulateur de vitesse, on peut monter ou baisser la vitesse. Ici, c'est pour revenir à la vitesse précédente et le 0, c'est pour arrêter l'aide à la conduite ou le régulateur de vitesse. Sur la droite, ça sera tout ce qui est partie multimédia. Donc évidemment, le mute, la partie en Bluetooth, la partie multimédia aussi au niveau de l'affichage. Ici, pour changer les différents modes d'affichage. Donc là, vous voyez, j'ai ce mode-là, mais on peut changer, on peut mettre différents modes. On retrouve aussi la répétition du GPS au centre de l'écran, donc ça, c'est pas mal. Ce qui permet ici d'avoir, par exemple, Android Auto ou Apple CarPlay sur cet écran et retrouver son GPS Google Automotive au centre de l'écran. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour suivre les indications du GPS. C'est plus pratique que de tourner la tête sur la droite. C'est pas mal. Et la molette ici de droite, c'est pour voir la consommation, les kilomètres parcourus, etc., etc. Et on va retrouver ici deux boutons juste au-dessus du méplat du volant. Donc on a le bouton de gauche qui va permettre de régler la régénération. Ici on peut voir la petite barre bleue. Donc c'est pour le freinage régénératif. Donc si je tourne à droite, je baisse. Vous voyez comme ça des petits crans à droite ou des petits crans à gauche. Ça permet de régler rapidement son frein régénératif. Bon, généralement on le laisse souvent au maximum. Et à droite c'est les différents modes. Hein. Donc si vous voulez un mode sport, un mode éco, un mode normal et un mode save qui va brider, on va dire, les performances pour économiser au maximum, je pense. Moi, ici, je roule en normal. C'est largement suffisant pour faire de l'autoroute. Hein. Ça sert à rien de rouler en mode sport. Évidemment, sur la droite, on va retrouver l'écran d'infodivertissement qui est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur le Scénic, qui est plutôt à la verticale, même d'ailleurs, ou alors même dans la Mégane E-Tech. Et sur le dessus, on retrouve des petits boutons de volume rapides pour le passager qui peut voilà, régler ici le volume de la radio, de la musique. Et on peut même directement ici éteindre l'écran. C'est plutôt pas mal.
Dans cette finition, on va retrouver les sièges chauffants, comme vous pouvez le voir, en accès rapide directement à l'écran. Ça fait plaisir. On va retrouver ici les bus d'aération qui sont en forme un peu de X, ce que l'on peut retrouver sur la face avant du véhicule. Hein, c'est le plus gros changement que l'on peut voir par rapport à la Renault 5. C'est les grosses LED en forme de X. Moi, je trouve vraiment ça sympa. Donc, ça rappelle un peu les Renault 5 Rally, etc. L'éclairage qui était un petit peu comme ça. Je trouve que c'est sympa. Ensuite, on va retrouver des boutons de commande rapide pour tout ce qui est climatisation, ventilation, etc. Un petit peu plus bas, on va retrouver 2 ports USB type C, ça c'est pas mal, et un port à induction pour recharger son téléphone. Par contre, celui-ci n'est pas ventilé. Et la grosse différence, par contre, c'est au niveau du levier. Ici, on n'a pas le fameux levier pour passer marche avant, marche arrière, etc. On va retrouver des boutons ici, donc drive, neutre, marche arrière, qui permet justement, comme ça l'indique, hein, passer marche avant, marche arrière ou se mettre en neutre. Donc ça reprend vraiment le design de l'Alpine classique, hein, la Renault Alpine, on va dire, thermique. C'est vraiment inspiré. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Je trouve que ça s'intègre vraiment très très bien dans cette console centrale. Et on va retrouver aussi les petits boutons pour le frein à main et l'auto-hold. On a un petit accoudoir central, mais alors il est vraiment minuscule. Et la profondeur aussi qui est pas très profonde, hein, c'est pas très très grand. Mais bon, on a au moins ça pour faire quelques petits rangements et c'est plutôt pas mal. On va retrouver une boîte à gants également, qui est pas très grande, hein. Mais bon, au moins on en a une, c'est pas comme dans certaines voitures où on n'en a pas du tout. Et sur la droite, on va retrouver un bandeau éclairé ici avec le A290. Il me semble qu'on peut changer de couleur dans les paramétrages, hein, de l'écran. Alors cette finition, hein, GTS, reprend des sièges en cuir bleu avec un léger beige gris. Alors je sais pas trop dire la couleur. Avec une broderie taguée A290 et le drapeau français avec les couleurs du drapeau français. Je trouve ça vraiment très joli. On a un ciel de toit gris, voilà, gris anthracite avec un effet gaufré. Je trouve ça très joli. Par contre, ça rend l'intérieur assez sombre. D'ailleurs, vous vous rendez peut-être compte à la caméra, même si j'ai retouché un petit peu la colorimétrie et la luminosité de la caméra, on est quand même dans un habitacle assez sombre. Alors j'ai oublié de le préciser, mais ici on est sur une traction, c'est pas une propulsion. Alors 220 chevaux à passer sur les roues avant, honnêtement, c'est un petit peu compliqué, bien qu'on ait chaussé en 19 pouces. Et on est quand même sur des roues assez larges, on est en 225/40/19, donc c'est quand même des beaux pneus. On est en Pilote Sport 5 de chez Michelin, donc quand même des bons pneus. Et je viens de passer la barrière de péage plein gaz, et c'est vrai que ça a un petit peu de mal à garder la motricité au niveau des roues avant. Bon, ça glisse, ça patine un petit peu, pourtant la route est parfaitement sèche. Alors je vais vous montrer aussi le petit overtake, ce que ça donne. Quand on appuie pied au plancher, on a une animation. Mais si j'appuie pas complètement pied au plancher, mais que j'appuie sur le bouton en même temps, voilà, ça me donne la puissance maximale, comme si j'étais pied au plancher. Alors au niveau des bruits d'air, malheureusement, c'est pas son point fort, hein. On entend beaucoup quand même de bruit de vent, malgré que je suis qu'à 115 km/h et à 130, c'est encore pire. Ce qui est quand même logique, hein, puisque c'est quand même une citadine à la base. Même si on peut faire de l'autoroute, ça pose pas de souci. Mais par rapport à d'autres véhicules, on entend quand même pas mal les bruits d'air. Les véhicules qui vous doublent, etc., on les entend quand même assez fort. Mais voilà, c'est une citadine. En plus, ici, la version Alpine A290, si l'on compare par rapport à la Renault 5, ça reste une citadine qui est ici gonflée un petit peu au stéroïde pour pouvoir aller s'amuser, on va dire, dans des routes sinueuses, etc., pour pouvoir profiter aussi bien de sa puissance que de son châssis, puisque oui, le châssis n'est pas du tout le même. Il est quand même assez différent par rapport à celui de la Renault 5. Ici, on est sur un châssis sport, avec de grosses jantes, des suspensions un peu plus fermes, etc. Donc on sent qu'il y a là, quand même la petite touche de sportivité qui est là. Et clairement, on a envie de se faire plaisir sur des petites routes sinueuses. Petit point sur l'assistance à la conduite. Donc oui, ici, je suis à 110-109 km/h. Et ça fonctionne plutôt bien pour les dépassements, puisque une fois que je vais engager mon clignotant, la voiture va commencer à accélérer pour monter à la vitesse que j'ai sélectionnée. Donc si par exemple j'ai mis mon régulateur, enfin on va dire l'assistance à la conduite à 130 km/h et que je suis actuellement justement à 110, donc on va le faire. Donc là je suis derrière un camion à 90 km/h et on va entamer un dépassement avec l'assistance à la conduite autonome, et ça accélère déjà au moment où je mets le clignotant, sans déjà la voiture accélérer. C'est vraiment pas mal. Donc vraiment un bon point positif de ce côté sur l'assistance à la conduite autonome chez Renault, ça marche plutôt bien.
Alors au niveau des places arrière, alors on n'aura pas énormément de place, hein, malheureusement. Il faudra faire un petit peu de concession pour le passager à droite surtout, s'il peut avancer un petit peu son siège pour pouvoir caser un adulte à l'arrière. Donc moi je fais 1m79 et je suis à l'arrière et mes genoux ils touchent si je garde mon siège ici conducteur à ma disposition. Mais voilà, je le rappelle, hein, c'est une citadine. On ne peut pas faire de miracle non plus, surtout si on ne veut pas que ça impute trop sur le coffre. Au niveau du coffre, justement, on a 300 décimètres cubes de capacité. C'est pas énorme, mais c'est plutôt pas mal. Ça reste assez correct, je trouve, pour son gabarit. Et évidemment, à l'avant, on n'aura pas de frunk puisque le moteur et tout ce qui est gestion électronique se trouve dans le coffre avant, justement, sous le capot. Forcément, ça limite les possibilités pour pouvoir y mettre un frunk. Et de toute façon, c'est pas la politique, j'ai l'impression, chez Renault, puisque aucun de leurs véhicules 100% électriques ne dispose de frunk actuellement. Donc forcément, l'Alpine ne fait pas exception. Autre chose que j'ai oublié de préciser pour l'assistance à la conduite, quand vous mettez le clignotant et que vous commencez votre dépassement, donc l'assistance se coupe évidemment, donc vous reprenez le contrôle au niveau du volant. Et une fois que vous avez retiré votre clignotant, l'assistance reprend la main automatiquement. Même chose quand vous vous rabattez. Alors c'est vraiment lié au clignotant, hein. Si je me mets dans ma voie et que je laisse mon clignotant, l'assistance ne revient pas, ne se réactive pas. Il faut bien penser à retirer son clignotant. Alors une chose que je n'ai pas parlé au niveau du drive assist, hein, de l'autopilote, c'est que si on n'est plus assez vigilant ou alors qu'on ne touche plus le volant pendant un certain temps, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à dire sur ce drive assist et qui sont vraiment pas mal. Donc on va voir comment ça va se comporter. Donc je vais vous filmer le tableau de bord. On va entendre un petit peu peut-être certainement des bruits sonores, vous allez voir. Donc là c'est écrit gardez les mains sur le volant. Je vais volontairement ne pas y toucher et on va voir ce que ça donne. Alors je me prépare quand même à prendre la main. Alors voilà, là on a une voyance. Donc là on a signal sonore, c'est rouge. Voilà, ça me met des coups de frein. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Ça l'a désactivé là pour le coup. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Les petits coups de frein, on les sent bien, clairement. Donc si vous êtes endormi, ça va vous réveiller. Donc ça, vraiment un bon point positif pour ce Drive Assist qui est vraiment génial, je trouve, pour le coup. Alors au niveau de l'Assist Drive, hein, donc l'assistance de conduite autonome, le volant n'est pas capacitif. C'est un volant qu'il faut légèrement bouger. Mais il est sensible, donc à peine vous le touchez, ça vient corriger légèrement les petites alertes qui vous disent de garder les mains sur le volant. Et on a aussi une surveillance, je pense, au niveau du visage, des yeux, puisque c'est vrai qu'il y a un moment, je bidouillais pas mal au niveau du GPS pour chercher une borne, etc., pour la recharge. Et j'ai eu une alerte effectivement sonore qui me disait d'être attentif à la conduite. Mais c'est une option qui est personnalisable aussi. On peut désactiver juste cette option et garder le reste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a aussi un accès rapide sur la gauche qui va permettre justement de désactiver ou d'activer son mode personnalisé au niveau des assistances à la conduite si on ne veut pas d'alerte de survitesse, etc. Puisqu'à chaque fois qu'on remonte dans la voiture, les alertes par défaut se réactivent. Donc vous appuyez rapidement une fois sur le bouton, donc par défaut c'est allumé, et vous appuyez une fois rapidement dessus, une deuxième fois pour confirmer, la lumière s'éteint et vous passez sur votre mode personnalisé à vous que vous avez justement ajusté au niveau des alertes sonores, etc. Alors pour démarrer la voiture, on a un bouton à l'ancienne, bon, exactement comme sur la Renault 5, le Scénic et la Mégane. Il se situe ici entre les deux écrans, hein. Donc il suffit d'appuyer une première fois pour démarrer la voiture et une deuxième fois pour vraiment valider la mise en route pour pouvoir ensuite passer marche avant, marche arrière, etc. Alors pas de clé de contact, c'est une simple carte classique comme sur la Mégane, etc. Alors la carte se présente comme ceci, là je vous la montre à la caméra. Donc une carte classique avec des boutons ouverture, fermeture des portes. On peut aussi faire flasher un petit peu la voiture pour allumer les phares et également déverrouiller le coffre. À ce propos, au niveau du coffre, on n'a pas de vérin, il n'est pas électrique, donc c'est un coffre, tout ce qu'il y a de plus manuel. On a un petit emplacement sympa qu'on retrouve ici à côté du frein à main pour mettre sa carte justement pour la détecter, mais même si vous la gardez dans votre poche, il n'y a pas de souci, elle est détectée une fois que vous vous rapprochez du véhicule. Et cette carte a l'option détection main libre, donc ce qui fait que quand vous vous approchez de la voiture ou que vous vous éloignez, ça verrouille ou déverrouille la voiture. Donc ce qui fait que vous gardez la clé dans votre poche et vous êtes tranquille, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton sur la planche de bord pour pouvoir démarrer.
Alors il y a une application à un Renault, mais je la montre pas parce qu'elle n'est pas non plus très pertinente. On peut quand même activer ou désactiver, je crois, le chauffage à distance, voir les informations pertinentes comme l'autonomie restante, mais rien de bien extraordinaire. On a une caméra de recul qui est du même niveau de qualité que ce qu'on retrouve sur le Scénic, et ça c'était un gros point négatif que j'avais donné. On retrouve exactement la même caméra d'une qualité qui est vraiment médiocre. Je trouve ça vraiment dommage à ce niveau de prix du véhicule. Bon, c'est presque inadmissible. Donc clairement, être rapia sur une petite caméra qu'on peut très bien mettre de très bonne résolution et qui ne coûterait pas beaucoup plus cher. Là, je comprends pas Renault, pourquoi ils font pas l'effort de ce côté. Donc ne comptez pas dessus pour avoir une précision extrême, ça vous aidera pour vos manœuvres. Mais bon, après ici, je rappelle, on est dans une citadine qui est relativement petite, donc les bips de recul, ce sera largement suffisant. Donc on retrouve également des bips à l'avant, à l'arrière, donc ça c'est cool. Donc au niveau du stationnement, il n'y a pas de souci. On verra tout à l'heure aussi, je l'avais dit, on fera un test de la... Alors je l'ai peut-être déjà j'ai peut-être déjà fait la séquence, mais on peut faire le parking assisté, donc on verra ce que ça donne. Alors là, on va tester le mode de parking assisté. Alors du coup, ici on slide, je crois, sur le côté, voilà. Et on a ici le petit P, donc j'appuie dessus. Et donc là, maintenant, il me demande d'avancer. Et on va voir ce qu'il faut faire, s'il faut détecter une place ou... Alors nous, ce sera un rangement comme ça, par contre. Voilà. Ah, stop. Donc là, je pense qu'il faut que j'appuie sur le P. Donc passer marche arrière. Donc non, je dois passer la marche arrière. Donc c'est pas automatique. J'ai lâché le frein. Est-ce qu'il faut que j'accélère? Ah oui. J'ai fait une toute petite accélération. Par contre, elle est ultra rapide. Stop et appuyer sur la pédale de frein. Ok, passer la marche avant. J'accélère un tout petit peu pour débloquer. Voilà, qu'est-ce qu'elle me fait? Ok, alors remanœuvre. Stop et appuyer sur marche arrière. Je recommence. J'accélère un tout petit peu. Ah, c'est à moi de doser la vitesse. Par contre, là, je suis beaucoup trop près par rapport à la voiture qui est garée à côté de moi. Je peux pas ouvrir ma porte là. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, j'appuie sur stop. Passer marche avant. C'est laborieux, hein. On va pas se mentir. En fait, il n'y a que le... Ouais, non, c'est catastrophique. On va arrêter là, le test. Voilà, manœuvre terminée. Je vous montre. Je peux pas sortir là. Enfin, si, je vais sortir, mais je vais taper la voiture à gauche là. Donc, ouais, et en plus, à ma droite, c'est pas comme s'il y avait une autre voiture, quoi. Il y a vraiment rien du tout. Donc, ouais, c'est pas très probant. On va faire une autre manœuvre avec une place comme ça ici latérale. Donc c'est parti. Donc là c'est ça, créneau. Je vais faire marche arrière même. Alors marche arrière engagée, parking main libre, impossible. Donc déjà il faut qu'elle détecte en marche avant uniquement. Donc je vais repasser marche avant. Est-ce qu'il vaut les places? Il devrait l'avoir, hein, celle-là. Là. Enfin il y en a plein même d'ailleurs. Bon, ça n'a pas l'air d'être possible. Peut-être que ça fonctionne que s'il y a... Ah si, ça y est, il l'a trouvé. J'ai rien dit. Donc là, je la sélectionne. Passer la marche arrière. J'accélère un petit peu. Je dose avec le frein pour pas que ça aille trop vite. Oh, elle engage vite le créneau, hein, quand même, je trouve. Ok. Alors là, pour le coup, c'est plutôt efficace. Marche avant. Voilà. Là, par contre, c'est un succès pour ce qui est de la manœuvre en créneau. Dans le rétroviseur, on va retrouver une petite LED d'indication d'angle mort hein, quand il y a la présence d'un véhicule. Donc ici, je vous montre
actuellement. Vous voyez un petit point orange, orange foncé. Mais retrouvez déjà cette option-là sur la Renault 5 ou sur le Scénic ou même la Mégane E-Tech. Au niveau du rétroviseur, on va retrouver un rétroviseur électrochrome. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pas besoin d'avoir de réglage manuel. Par contre, on n'a pas la petite caméra. Ça aurait été sympa, hein, l'écran caméra, comme on peut retrouver aussi sur le Scénic dans certaines finitions. Et on va retrouver un système son qui est vraiment pas mal sur cette GTS. Et on a même, il me semble, un effet sonore qui est ajouté justement pour simuler un petit peu le bruit d'une voiture thermique. Et on peut aussi régler le volume. Donc si on veut quand même avoir ce bruit de moteur, mais pas non plus trop fort, on peut le mettre à un niveau un petit peu intermédiaire en dessous dans les réglages des modes de conduite. Donc c'est vraiment bien d'avoir laissé la possibilité de personnaliser chaque mode. Alors je vais vous faire écouter le son, enfin j'espère qu'on va l'entendre au niveau du micro, donc le son de simulation du moteur. Alors c'est le son, je crois, qui est surtout à l'intérieur. Vous allez voir que c'est quand même assez agréable et assez réaliste, je trouve. Allez, on lance, je fais une accélération, je double le camion, c'est parti, pied au plancher. C'est pas mal, moi je trouve que le bruit est plutôt sympa et assez réaliste quand même. Alors franchement c'est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Alors c'est difficile de retranscrire évidemment, néanmoins on peut le couper, hein. Bien sûr là je l'ai mis en mode normal, on peut l'avoir automatiquement en mode sport mais c'est désactivable. Au niveau des modes de conduite, tout est personnalisable, c'est ça qui est bien. Alors au niveau confort de conduite, ça sera assez ferme, hein, évidemment. Comme je le disais, c'est un châssis sport. Ici, on n'est pas sur un châssis traditionnel comme sur la Renault 5. Et en plus, les jantes en 19 pouces avec seulement un flanc de 40 n'aident pas non plus au confort de conduite. Alors attention, hein, c'est pas non plus trop tape-cul, ça va. Je trouve que ça reste assez correct. Moi, j'adore les véhicules fermes. Je préfère avoir quelque chose d'assez ferme, plutôt que trop mou, un peu qui ballotte un peu trop. Donc clairement ici, moi je m'y retrouve. Et ce qui fait que quand on va rouler un petit peu nerveusement, on sera plutôt content d'avoir un véhicule assez ferme. Mais une fois qu'on est lancé sur l'autoroute, etc., franchement, il n'y a pas de souci. C'est plus au niveau des aspérités de la route, hein, dès qu'il y a des petits trous, etc., on va les sentir un petit peu plus que la normale. Les sièges aussi, hein, les sièges sont en cuir et ils sont assez fermes. Par contre, on a un très bon maintien, je trouve, latéral au niveau de l'assise également. Et les appuis-têtes, bon, sont assez, j'ai envie de dire, classiques et assez durs, mine de rien, même si, bon, ça va, c'est pas non plus des planches. Et on va retrouver aussi la dénomination Alpine gravée dans l'appui-tête. Alors, autre chose aussi que je trouve dommage, mais bon, c'est peut-être aussi dans l'esprit du véhicule un petit peu sportif, c'est qu'on n'a pas de siège électrique. Donc, tous les réglages se font manuels, sauf les lombaires qui sont électriques. Donc ça, c'est bien quand même d'avoir des lombaires. Je trouve ça pas mal. Et ces lombaires, on les retrouve côté conducteur et passager. Alors au niveau du look, j'adore ce véhicule. Alors déjà la Renault 5 de base, je la trouve vraiment magnifique. Mais là, les petites touches en plus, elle a vraiment de la gueule, elle a vraiment un look très agressif. Le fait aussi d'avoir mis les petites touches noires laquées sur les logos Alpine sur les côtés. À l'arrière, on va retrouver aussi sur la malle l'insigne Alpine A290 GTS en noir. C'est vraiment le côté sportif et je trouve cela magnifique. Alors tout le monde ne sera pas du même avis que moi, c'est normal, hein. C'est vraiment les goûts, les couleurs, comme je dis toujours, c'est très subjectif, c'est très personnel. Mais là pour le coup, c'est vraiment réussi. Bravo Renault, bravo Alpine. Alors au niveau de la signature lumineuse, hein, vous l'avez vu, on a l'équivalent à l'époque sur les anciennes Renault 5 qui faisaient du rallye, des sortes d'anti-brouillard longue portée. Là ici c'est simplement les feux diurnes, les feux de jour avec la croix, voilà, la croix blanche illuminée en LED. C'est vraiment très joli je trouve. Et on retrouve la même chose dans le phare. Et on a également une animation lumineuse quand on verrouille et quand on déverrouille le véhicule. On va retrouver dans le coffre un caisson de basse sous la petite planche de protection. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et je peux vous dire que le son est d'une qualité assez impressionnante. On est ici sur un système son Devialet. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. Devialet, Harman Kardon, etc. Ce sont des spécialistes dans la hi-fi, dans l'audio. Et clairement, ça se ressent. Donc le côté audio, top, un très bon choix pour Alpine d'avoir choisi Devialet pour son système son. Évidemment après pour tout ce qui est équipement de série, on va retrouver ça, j'ai envie de dire maintenant dans tous les véhicules, mais on a les feux de jour automatiques, bon ici ils sont full LED évidemment, les essuie-glaces aussi automatiques, bref, le grand classique. À l'arrière, on n'a pas de ventilation pour les passagers.
Donc clairement, c'est pas pensé hein, justement pour avoir des passagers, j'ai envie de dire, pour faire des longs trajets, ça se ressent hein, clairement déjà pour l'espace à bord. On a énormément de difficultés à mettre aussi ses pieds sous les sièges. Donc moi, mes pieds ont vraiment du mal à passer. Je passe à peine les orteils et en plus, mes chaussures ne sont pas très épaisses. Donc clairement, ça va poser problème si on ne peut pas poser entièrement son pied sans devoir le glisser en dessous parce que le siège n'est pas assez avancé. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, pour un couple avec un ou deux enfants, je dirais pas en bas âge, mais qui aurait une dizaine d'années, je pense que ça passe sans problème. Mais il faut que le conducteur et le passager ne soient pas trop grands parce que sinon, si vous reculez trop votre siège, vous n'avez plus de place à l'arrière au niveau des pieds et des jambes. Et ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, ne comptez pas non plus sur ce véhicule pour descendre dans le bas de la France. Voilà, sauf si vous êtes tout seul là, ou juste en couple sans enfant, là ça posera pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce qui se passe à l'arrière. Alors au niveau du GBA, Alors au niveau du GPS, on va retrouver Google Automotive, exactement ce qu'on avait déjà vu sur le Scenic E-Tech ou alors la Mégane E-Tech, et on retrouvera exactement aussi la même chose sur la Renault 5 classique. Donc au niveau des statistiques de consommation, de pourcentage à l'arrivée aux bornes, etc., c'est assez fiable. On l'avait déjà vu avec le Scenic. Ici, c'est la même chose sur mon trajet Paris jusqu'à mon domicile. Ça a été très précis, même voire un peu trop pessimiste, puisque je suis arrivé quasiment avec 10% de plus que ce qui était estimé. Donc on va retrouver ici notre menu de recherche, où par exemple on va mettre une destination. Je vais mettre par exemple Nice. Alors je sais que ça fait un peu loin, mais c'est pour le test. Et puis le Google Automotive va nous calculer un trajet avec les différentes charges à réaliser. Là évidemment il y aura pas mal de charges à faire puisque c'est une petite batterie hein, et sur autoroute cette Alpine A290 a tendance à quand même pas mal consommer. Mais globalement ce qui est bien avec ce système, c'est qu'on peut personnaliser les charges et surtout le pourcentage d'arrivée à la recharge. Ça c'est bien. Par exemple si je veux lui dire je veux arriver avec 20 ou 10% à une borne, c'est possible. Et là, il va recalculer et forcément faire sauter certains points de charge. Autre chose qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on peut définir certains choix de bornes. Voilà, ici, si je clique sur les différents arrêts, vous voyez ici, on a un petit logo de réglage. Et j'avais par exemple choisi 3 modes de charge, donc Mobilize. J'avais mis également, je crois, Tesla Supercharger, Fastned, Ionity, bref, il y a quand même énormément de choix possibles de ce côté-là. Au niveau du menu principal de la voiture, au niveau des réglages, etc., on a une sorte de télémétrie qui est ajoutée en plus par rapport à notre finition, sur le fait que ça soit une version un peu plus sportive. Et donc du coup, on se retrouve sur un menu comme celui-ci avec par exemple les différents G qu'on peut prendre, l'angle du volant, bref, il y a vraiment pas mal de choses. Différentes informations, bon, c'est clairement technique pour, on va dire, limite faire du circuit ou autre chose. Et ici, un mode circuit, on va retrouver la température des pneus, ça c'est plutôt pas mal. Leur pression en barre, la température de la batterie et la température du moteur. Ça, c'est des informations qui sont, je trouve, très intéressantes. Ça devrait être nativement dans toutes les voitures électriques même d'ailleurs. Puis un chronomètre, donc on peut lancer de manière manuelle ou automatique. Bon, ça c'est pour vraiment la différence par rapport à la Renault 5 standard. Et après on va retrouver différents modes. Donc là ici les différents modes de conduite, save, normal, sport et perso. Alors le save c'est l'équivalent de l'éco. Là on a qualité de l'air, donc on peut mettre un purificateur d'air en route. Les aides à la conduite, donc ça c'est exactement comme ce qu'il y a sur la Renault 5 ou le Scenic et la Mégane E-Tech. Donc avec les différentes modes de réglage que l'on peut activer ou non, les alertes d'avertissement de freinage d'urgence, si on le veut qu'elles soient plutôt tardives. Au niveau véhicule, ici, on va retrouver différents réglages comme l'accès au verrouillage automatique des portes, ou l'ouverture aussi à distance, pareil pour les balais d'essuie-glace. Bref, c'est tout ce qui est au niveau réglage de la voiture en elle-même. Le volume des clignotants, on peut le régler également si vous trouvez que c'est trop fort. On peut régler aussi le bouton des favoris qu'on va retrouver ici sur le volant. Vous voyez ici la petite étoile. Vous pouvez mettre un raccourci, mais on peut par exemple mettre les sièges chauffants ou le volant chauffant. Donc d'ailleurs, je viens de voir qu'on avait le volant chauffant. J'avais pas fait attention à ça, donc ça c'est cool. Et aussi ici la pression des pneus. Donc là, comme on est à l'arrêt qu'on ne roule pas, on n'a pas la pression qui a été calculée. C'est uniquement en roulant, on le verra
à peu près ou quand on s'arrête. Et puis après, on aura d'autres aussi réglages plus basiques où là, ça va concerner tout ce qui est Bluetooth, le son, la position GPS. Pour les applications également, vous avez différentes applications quand on appuie sur ce menu. Donc compatible Android Auto, Apple CarPlay. On a aussi le Play Store qui va permettre d'installer diverses petites applications. Bon, on n'en aura pas énormément par contre. Alors au niveau de l'écran, moi honnêtement, je le trouve quand même assez petit. J'aurais voulu avoir un tout petit peu plus. D'ailleurs, ici, on a une décoration, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui est pour moi en fait finalement perdue. Ça ne sert à rien. Ils auraient dû faire un tout petit peu plus grand, garder le cadre comme tel quel, hein, pour ne pas voilà, avoir un tableau de bord trop imposant, mais avoir un écran un peu plus grand quand même pour avoir plus d'informations, ne serait-ce que pour les bornes, par exemple, quand on veut chercher des bornes là-dessus, ça devient vite un peu compliqué, je trouve. Il n'y a pas assez d'espace, et ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on a décidé de tester l'autonomie un petit peu de ce véhicule en allant faire un petit road trip, on va dire un petit week-end du côté de Honfleur. Donc au niveau du trajet, on fera Béthune-Honfleur. On va regarder ce qu'elle propose. Alors au niveau du coffre, vous voyez, on a une valise, on a pris des petits sacs de couchage et on peut encore mettre un petit sac ici, même au niveau de la hauteur. Vous voyez que c'est pas non plus déconnant. Donc pour 3 personnes, c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du planificateur, voyons voir ce qu'il propose. Donc on va rechercher Honfleur et on va voir ce qu'il va nous proposer. Voilà, donc voilà le trajet. Alors je sais qu'on ne voit pas très bien justement à cause de ce petit écran. C'est ce que je reproche un petit peu dans cette Renault 5, ou on va dire plutôt Alpine, même si c'est la même chose. Au niveau des recharges, donc lui il me préconise 2 charges, mais à mon avis une seule ce sera suffisant. On va regarder ce qu'il propose. Donc la première recharge, il la propose au Tesla superchargeur de Dury. Mais nous, on va aller un petit peu plus loin parce que ça nous fait arriver avec 50%, ce qui est complètement ridicule. Alors après, ici, j'ai des filtres qui sont appliqués au niveau... voilà, on va les enlever. Et là, il nous propose la station d'IE Charge à Kièvrecourt. Donc c'est très bien. C'est justement le trajet que je voulais faire pour ce petit road trip. Donc il nous estime une arrivée à 18%. Alors aujourd'hui il fait froid, on est à moins 2 degrés. Donc moins 2, on va voir comment se comporte la voiture au niveau de la consommation et on va partir avec un pourcentage de 93%. Donc j'ai pas pu recharger jusqu'à 100%. Mais bon, c'est suffisant parce que normalement on devrait arriver large, hein, 18-17% à la supercharge. Et après, bah, on fera un complément du côté de Honfleur. Il y a des superchargeurs Tesla, donc c'est parfait. Comme on passe le week-end là-bas, il n'y a pas de souci. Je ne sais même pas si on aura besoin de se recharger. On restera peut-être un tout petit peu plus longtemps sur la station IE Charge. Là, il nous dit 35 minutes de charge. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'à combien on doit rester. Au niveau du pourcent, ça nous dit juste de rester 35 minutes. Donc je pense que de toute façon, on remontera à 80% et on devrait avoir largement assez pour le reste de la route. Allez, c'est parti! Alors ça y est, on est parti et on peut voir qu'on a quand même de l'évolution au niveau de l'estimation à l'arrivée. Je vous montre. Donc là, on était à 18% sur l'estimation tout à l'heure quand j'avais fait la planification à l'arrêt. Et là, du fait qu'il fait moins 2, on a mis pas mal le chauffage, les sièges chauffants, etc. L'autonomie annoncée n'a pas été de varier entre des fois du négatif avec du moins 10%, puis d'un seul coup du 8%, du 10%. Là, on est à 5%. Ça se stabilise. Mais c'est vrai qu'il fait très très froid et je vais vous montrer, en plus la voiture elle a dormi dehors donc ça n'a pas aidé. Avec la télémétrique que je vous avais présentée, on a une chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on peut aller voir les températures du moteur et de la batterie. Regardez, la batterie était seulement à 6 degrés, donc ça paraît cohérent, hein. Je pense qu'au niveau des consommations, ça se ressent. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on va commencer à rouler à grande vitesse sur l'autoroute, ça va réchauffer la batterie et je pense que la consommation devrait diminuer un petit peu. Et là, on est parti tout à l'heure, on était à plus de 40 kWh de consommation. Alors forcément, comme je le disais, avec le dégivrant, le chauffage, etc. Et là, ça se stabilise, ça a bien baissé. On descend à 28,9. On verra tout à l'heure si ça s'améliore encore. Alors, vous voyez, on vient de reprendre un petit pourcent. On vient de passer de 5 à 6%. Alors, je fais un petit bilan. On est bientôt arrivé à la charge. Il nous reste 50 km et 30 minutes. Donc, vous voyez que l'autonomie est bien remontée, hein. Il nous reste 12% à l'arrivée. Il nous reste encore 52 km. Et là, on est actuellement à 43% de batterie restant.
Bon, il fait toujours aussi froid par contre. Là, 0 et il y a du brouillard. Donc du coup, là, on est sur l'autoroute, mais on ne peut pas rouler à plus de 110 évidemment hein, avec le brouillard. Alors, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais on voit pas très loin. Hein. Bon, on se reprend au point de charge. Alors ça y est, on est bien arrivé. Alors, je vous montre un petit peu l'autonomie restante. Donc on va se recharger sur les bornes IE Charge comme prévu. Donc je vous montre. Donc il nous reste comme prévu 10-12% de batterie, 30 km d'autonomie. On a fait nos 2 heures hein, finalement de route avec environ, alors on va regarder c'est le nombre de kilomètres parcourus. C'était ici. Donc 146 km. Donc on a fait 92% jusque 12%, 146 km. En roulant principalement à 110 à cause du brouillard. Et sur la fin, on a pu rouler un petit peu à 130. Et on va voir un petit peu la température de la batterie. Ça, c'est une chose qui est intéressante maintenant. Donc on est remonté à 21 degrés. Donc alors je pense pas qu'on prendra le maximum. Donc le pic de charge pour cette Alpine A290, je le rappelle, c'est 100 kW. On va voir combien on va prendre et on va faire la mesure justement 12 et je pense qu'on va aller jusqu'à 80% pour être tranquille, même si je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque là. Mais pour les mesures et faire le test, c'est l'occasion ou jamais. Alors c'est parti. L'avantage des IE Charge, c'est leur tarif. Hein. Clairement, je crois qu'on est autour des 25-27 centimes du kilowatt. Alors on ouvre ici. Hop. C'est vrai que j'avais pas encore montré la petite trappe de recharge, à quoi elle ressemblait. Bon, c'est manuel. Alors ça, c'est un peu dommage parce qu'elle est grosse et elle prend de la place pour passer le câble. Ou alors on peut même se prendre les pieds dedans. Donc moi j'ai installé l'application IE Charge. Est-ce qu'on a le connecteur? Ah voilà, CCS ici. Donc je vois 4, connecteur 4. Voilà, connecteur 4 ici, ça s'affiche. On va faire début de la charge. Je prends mon Apple Pay. Apple Pay. Voilà. Débuter la charge. Donc c'est parti, connexion à la borne. Voilà ici, paiement sécurisé. Donc je peux décrocher le pistolet, ça clignote en bleu. Et je me branche. Et on va regarder la puissance qu'on va prendre. 74, bon on n'atteint pas les 100, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on les aurait atteints si la batterie avait été un petit peu plus chaude. Donc on va regarder dans la voiture combien il estime jusque 80%. Normalement la voiture l'indique au niveau du tableau de bord. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Ici je vais zoomer. Donc il nous estime le 12,80% en 29 minutes. Ce qui est on va dire correct pour ce genre de véhicule. C'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre ma dernière destination pour voir combien de pourcents réellement il nous faudrait pour pouvoir repartir. Parce qu'à mon avis le 80 je suis pas sûr que ça soit utile. On flaire, voilà c'est ici. Alors à l'arrivée on n'a pas besoin de 30%, on va mettre par exemple 20%. Si je le fais démarrer. Voilà, donc là il nous faudrait encore 40%, plus là on est monté déjà à combien? 17%. Donc ça ferait 57% pour être à 0, donc 67% pour être à 10%, et 77%. Ah bah si, on va être quand même pas mal, on va être proche, il faudrait être proche des 80% quand même pour être à peu près à l'aise à l'arrivée. Donc 96 kW de puissance. Non, top, finalement, on va peut-être les atteindre ces 100 kW. Non. Bon, j'ai parlé un peu vite, hein, les bornes IE Charge viennent tous de tomber en panne, elles sont en indisponibles. J'ai appelé le service client, alors ce qui est bien c'est qu'ils répondent très vite, ça c'est cool. Et apparemment il y aurait une forte charge électrique dans la région, enfin du moins dans le coin à ce moment-là. Et donc par sécurité les bornes se mettent en pause, enfin en tout cas elles se mettent en indisponibilité. Et d'après l'opérateur téléphonique, ils m'ont dit que normalement ça revient sous les 5 à 10 minutes, donc il faut patienter un petit peu. Mais comme c'est pas une science exacte, c'est pas forcément garanti. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on va quand même attendre 5 minutes, on verra. Hein, si avec un peu de chance ça revient, on va pouvoir finir la charge. Ce qui est dommage c'est que ça a un petit peu perturbé toutes mes stats et les calculs que je voulais faire par rapport à la vitesse de charge et le temps de charge si on avait bien notre 10-80 entre guillemets en 30 minutes. Donc je pense que là sinon on va devoir aller un petit peu plus loin. Donc il y a une borne Lidl pas trop loin d'ici en 150 kW. Donc nous comme de toute façon on prend que 100, c'est top. Et sinon il faut reprendre l'autoroute. Donc sur l'A28 il y a un Total Énergie un petit peu plus loin. A few moments later. Bon finalement on se dirigeait vers une nouvelle borne. Donc c'est des Nova bornes, je connaissais pas du tout. On va voir un petit peu comment ça se passe.
Donc c'est 45 centimes du kilowatt. Il y a un terminal pour carte bleue, donc c'est parfait. On va lancer une charge. Alors là, il faut brancher la... Ok, donc on branche directement la voiture. On passe sa carte. On appuie sur Start. Ok, bah allez, let's go. Pour le câble, c'est pas évident, ça touche un petit peu. Faut faire attention. Voilà. Donc ici, il me demande de passer le badge RFID, mais moi j'en ai pas, donc on va passer un terminal de paiement. Donc on a quand même reperdu 10%, hein. On s'est arrêté de charger à 50% ou 51% je crois. Et là on prend 59 kW. Alors je pense que c'est une borne partagée, hein. On est dans 150 kW ici. On ne prendra pas plus que 60 malheureusement. Donc il nous faut 22 minutes hein, ici pour arriver à 80%, mais on ne prend pas autant que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure à 50%, on était autour des 75 kW, mais là comme on partage avec la voiture qui est branchée à côté, on n'a pas le maximum qu'on pourrait avoir. Mais bon, après 60-75 kW, ça ne va pas jouer à grand chose. Bon, finalement, la voiture qui était à côté est partie, donc c'est nickel, on a repris 75 kW. Quelques minutes après, ça ne s'est pas fait instantanément, mais bon, c'est pas très grave. Donc ici, je ne connaissais pas du tout, c'est une zone un petit peu perdue, un peu comme les e-charge. Donc on a deux bornes, on a ici une 90 kW partagée, et ici une 150 kW partagée sur laquelle on est. Et c'est à Saint-Saëns, je ne sais pas trop comment on le prononce, près de Rouen. Donc bon, c'est très bien, hein. De toute façon, on aura suffisamment de quoi se recharger pour arriver à destination à Honfleur, sachant que là on ne prend plus l'autoroute payante, on va prendre que ce qui reste gratuit en autoroute, puis après ça sera de la départementale, donc il nous reste à peu près 1h40 de route. On va monter jusqu'au 80% pour dire d'être tranquille, et puis voilà. Donc bon, malheureusement le calcul des 10-80% en 30 minutes, j'aurais pas réussi à le faire vu que j'étais embêté avec les stations e-charge. Donc bon, ça c'est un peu le côté négatif hein, de ces bornes, c'est que c'est pas cher, c'est clair. Là ici c'est 45 centimes du kilowatt avec un terminal de paiement carte bleue, donc ça c'est cool, au moins vous n'avez pas besoin de carte d'abonnement. Ça fonctionne quand même avec les cartes d'abonnement, je préfère le préciser. Donc vous avez les deux possibilités. Mais e-charge c'était peut-être 25 centimes, mais vous voyez, on est remonté de 12% à 50% et boum, panne des bornes. On a attendu 10 minutes, c'est pas revenu, donc on est reparti. Et on atterrit ici 10 minutes un petit peu plus loin. L'Alpine ici montait bien au quasiment 100 kW une fois que la batterie était montée en température. Donc je pense qu'elle a quand même une belle courbe de charge et le 10-80% en 30 minutes, c'est correct. En tout cas pour une petite voiture comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas une voiture pour voyager de base, donc on n'a pas besoin d'avoir justement des vitesses de charge folles, mais le fait d'avoir au moins le 10-80 en 30 minutes, je trouve que c'est très très bien. Alors on est à 20 minutes et 79% et la voiture avait dit 22 minutes pour arriver au 80%. Donc on est bon. Là on peut débrancher, on a largement assez. Là au niveau du planificateur, la voiture nous indique une arrivée avec 30% je crois. Donc c'est largement suffisant. On aura même de quoi se balader sur place. C'est parfait. Allez, j'arrête la charge. Donc là il suffit de faire annuler. Repasser évidemment la carte bleue. Alors ça va se passer aussi au niveau du terminal. Donc ici j'appuie sur prise numéro 1. Voulez-vous arrêter la charge? Oui. Ah bah il n'y a même pas besoin de débadger. Alors ça par contre je trouve que c'est quand même moyen. Ça veut dire que n'importe qui vient ici peut arrêter la charge. Ouais, Novaborn, il va falloir faire quelque chose pour ça. Parce que ça pourrait poser problème avec des petits malins qui voudraient arrêter votre charge si vous n'êtes pas dans la voiture. Bon, si vous restez dedans, ça ne posera pas de soucis. Ça y est, on est bien arrivé, enfin, j'ai envie de dire. Bon, on a eu des petites péripéties avec cette recharge, là, cette histoire que ça ne marchait pas avec e-charge. Ça va, on a pu se rabattre sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, Novaborn. Oui, Novaborn, c'est ça. Donc pour le coup, ça nous a bien aidé. Et en plus, c'était sur notre chemin, on n'a pas fait de détour finalement, donc ça va. Donc on va profiter du week-end et puis après, on refera le trajet inverse qui, à mon avis, sera quasiment identique. Et on est arrivé avec 30% de batterie restant. Donc clairement, on est resté beaucoup trop longtemps, hein, jusqu'au 80%, mais je voulais voir vraiment si ça respectait ce qui avait été annoncé par la voiture et par la borne. Donc nickel, hein, on a fait 40% jusqu'à 80% en un tout petit peu, ouais, autour des 20 minutes. Et je pense qu'on aurait vraiment réussi à avoir le 12-80% en 30 minutes si on n'avait pas eu ce souci sur cette borne e-charge.
Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de cet essai de l'Alpine A290. Je vais vous donner maintenant tout ce qui est points positifs, points négatifs sur cette voiture et vous donner mon avis personnel, bien évidemment, parce que c'est logique, ça peut être subjectif en fonction des personnes. Alors le premier point négatif qu'on peut donner, c'est son espace à bord qui est loin d'être gigantesque. Alors surtout pour les passagers arrière, donc vous l'avez peut-être vu pendant la séquence, pendant la vidéo, je vous ai peut-être mis des extraits où j'essaye de passer sur les places arrière avec le siège avant conducteur réglé à ma position. Donc je fais 1m79 et j'arrivais clairement pas à positionner mes pieds. C'était très compliqué, sachant qu'en plus il y a très peu d'espace pour pouvoir glisser ses pieds en dessous du siège. Donc ça va être très compliqué pour un adulte de monter à l'arrière si la personne à l'avant qui conduit est assez grande. Le deuxième point négatif, c'est sa fermeté, mais j'ai envie de dire c'est l'esprit du véhicule, c'est un esprit un peu sportif, donc ça paraît logique d'avoir des suspensions fermes puisqu'on a un châssis sport. Donc voilà, pour moi je le mets quand même en point négatif parce que si on veut rouler avec ce genre de véhicule au quotidien, sur des routes dégradées, c'est vite fatigant, on sent vraiment la fermeté du véhicule. Et troisième et dernier point négatif, c'est son tarif, on est quand même à 42 700 € bonus déduit. Je trouve ça vraiment très cher. Mais bon voilà, celui qui est fan de la marque Alpine, etc., qui adore aussi le look de ce véhicule, l'esprit un petit peu sportif, il ne sera pas regardant de ce côté-là, mais voilà, clairement, on ne peut pas la comparer à d'autres citadines similaires pour un usage, on va dire, quotidien classique. Là, ce véhicule, il est vraiment pensé on le voit, avec certaines fonctionnalités au niveau de la télémétrie du véhicule pour aller s'amuser sur un circuit, clairement. Même si au niveau des performances, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est suffisant pour vraiment s'amuser déjà. Alors, un petit point négatif aussi encore que je voudrais rajouter, c'est sur certains plastiques. C'est un petit peu dommage là ici, par exemple au niveau de la console centrale pour les boutons marche avant, marche arrière. J'aurais aimé avoir une pièce tout en aluminium, ça aurait vraiment été classe. Là, on retrouve quand même quelques plastiques. Alors pour le niveau de prix du véhicule, ça fait un petit peu cher. Oui, on est bien équipé au niveau du freinage, au niveau des suspensions, etc. Mais ils n'étaient pas à quelques pièces près, je trouve, pour pouvoir la rendre encore un petit peu plus premium. Ah si, un autre point négatif que j'ai oublié de préciser, c'est l'assistance parking main libre, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. On va être franc, c'est une catastrophe. Il faut tout faire à la main, c'est-à-dire qu'il faut repasser la marche avant, repasser la marche arrière pour en fonction de la voiture bien se mettre, etc. Honnêtement, vous irez beaucoup plus vite à le faire à la main. Autant certains parking assist, comme par exemple celui d'Xpeng que j'avais testé, est entièrement autonome. Certes, c'est pas ultra rapide, mais ça l'est, on va dire, de manière correcte et assez précise. Là, c'était pas précis et en plus, il faut faire tout à la main, donc clairement, vaut mieux ne pas l'utiliser et se garer soi-même ira beaucoup plus vite. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une mise à jour à faire de ce côté-là. C'est vraiment pas très pertinent. C'est un peu dommage. Donc j'espère que ça sera peut-être corrigé par la suite et que ça devienne un petit peu plus autonome. Alors au niveau des points positifs, alors il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants à mentionner. La première chose qui m'a le plus bluffé honnêtement, c'est son Drive Assist, ou l'Assist Drive, je ne sais plus comment il l'appelle chez Renault. Bref, il marche, mais vraiment super bien. Je crois que c'est le premier que j'ai en main depuis tous les véhicules que j'ai déjà testés, qui n'a subi aucun bug, aucun freinage fantôme. Ça marche super bien. Franchement, il ne lui manque plus que le changement de voie automatique pour qu'il soit parfait, clairement. Donc là, sur à peu près 800 km parcourus sur le week-end, avec l'aller-retour pour rendre le véhicule, évidemment, honnêtement, j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Je l'ai utilisé dans pas mal de conditions différentes, avec un petit peu de brouillard, la nuit, avec le soleil rasant, etc. Clairement, je n'ai rien à dire de ce côté-là. C'est vraiment le top. Ça accélère quand vous mettez votre clignotant pour pouvoir faire votre dépassement. Ça se réactive automatiquement une fois le clignotant arrêté. Et voilà, honnêtement, je trouve que Renault a extrêmement bien travaillé son Assist Drive. Honnêtement, une petite mise à jour qui permettrait le changement de voie automatique et ça serait vraiment le top du top. Alors deuxième point positif, sa vitesse de charge qui est quand même plutôt pas mal. Alors certes, c'est pas la plus rapide, clairement, le 1080 en 30 minutes. On a pu le faire et le vérifier sur le trajet du retour du week-end qu'on a passé avec ce véhicule à Honfleur.
Sur le retour, on a également rechargé sur un IE Charge, mais un petit peu plus loin. Et on a eu zéro problème. On a bien fait notre 10-80%. On a eu quasiment notre pic de charge. Je crois qu'on était à 98 kW sur les 100 annoncés. Donc bravo. Au niveau du préconditionnement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, si ça prend vraiment en compte la borne ou non. Mais bon, en tout cas, on atteignait notre pic de charge. Alors certes, pas instantanément quand on s'est branché. Il a fallu monter un petit peu peut-être en température et en pourcentage pour atteindre les 98 kWh. Mais dans tous les cas, on les a atteints. Donc la promesse est tenue. Autre point positif, c'est quand même la finition du véhicule. Même si je le disais, il y a encore des petits plastiques à droite, à gauche. Mais honnêtement, au niveau des sièges, cuir, etc., la planche de bord qui est vraiment très très bien détaillée. Le petit sigle Alpine A290 sur la planche de bord passager. Je trouve que ça se marie très bien. Le volant qui est vraiment magnifique, moi je l'adore, avec le petit méplat ici, avec le sigle Alpine en bleu. Moi je trouve que c'est validé. Les petites molettes en bas là pour le freinage régénératif et les modes de conduite. Voilà, pour moi c'est une réussite au niveau de ce volant. Et le dernier point positif que je peux lui donner, c'est sa performance, même si c'est pas la plus puissante qu'on a déjà eu ou qu'on a déjà testé, mais pour une petite citadine comme celle-ci qui fait 1,5 tonne, le 6 secondes 4 0 à 100, c'est vraiment pas mal. Il y a mieux, comme je le disais, mais franchement, il y a déjà de quoi bien s'amuser. Et le fait d'avoir un châssis sport, ça tient super bien la route. Bon, même si parfois le train avant est un peu dépassé par la puissance, clairement, on peut avoir tendance à avoir des petits patinages qui se provoquent quand on met pied au plancher. Mais bon, ça, malheureusement, sur des petites voitures comme ça, qui sont quand même, attention, je mets des guillemets, assez légères, ça reste quand même 1,5 tonne sur la balance. Mais voilà, 220 chevaux sur un train avant comme ça commence à être un petit peu juste, je trouve, pour avoir une motricité parfaite. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Ah si, une chose aussi qui est un petit peu dommage qu'on n'a pas sur ce véhicule, on n'a pas le One Pedal. Alors apparemment, d'après certaines rumeurs et même certaines informations que j'ai pu trouver sur Internet, la Renault 5 devrait avoir, via une mise à jour, le One Pedal. Alors je ne sais pas si ça arrivera sur les versions Alpine A290, j'espère, parce que ça aussi, quand on a l'habitude, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir l'avoir. Parce qu'on a toujours le pied sur le frein pour pouvoir arrêter le véhicule. Et c'est un petit peu violent au moment où ça redémarre, je trouve, quand ça lâche les freins. Bref, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir arriver via des mises à jour et je pense que c'est tout à fait possible. Et encore un point négatif, mine de rien, qu'on peut lui attribuer, c'est sa consommation qui est quand même assez élevée. Je ne sais pas comment Alpine a pu calculer 16,6 kWh au 100. À mon avis, c'est dans des conditions vraiment parfaites, puisque moi, c'était clairement impossible. On va dire conditions citadines, j'étais plus autour des 20-21 kWh. Alors oui, j'avais pas forcément d'éco-conduite, je conduisais vraiment naturellement. En mode normal, j'ai pas utilisé du tout le mode sport ou le mode éco. Et sur autoroute, j'étais plus autour des 23, 24. Là, même quasiment 25 kWh au 100. Là, je suis à 24,7 kWh au 100. Je suis parti de la maison, j'ai fait 100 km à 130 tout le long. Bon, après, j'ai eu le véhicule dans des conditions assez défavorables puisqu'il a fait toujours autour de 0, voire moins 2 degrés sur tout le week-end. Même encore ce matin, il fait moins 1 degré. Donc ce n'est pas les meilleures conditions pour tester un véhicule au niveau de l'autonomie, au niveau de la consommation. Je pense qu'elle fera quand même un peu mieux dans des conditions plus raisonnables, on va dire l'automne ou l'été, printemps. Vraiment moyen de descendre en dessous des 20 kWh et être autour des 22 kWh certainement ou 23 kWh sur autoroute. Mais voilà, honnêtement, c'est quand même un véhicule sportif. Donc clairement, au niveau de la consommation, comme je le disais, je crois que je l'ai dit même plusieurs fois pendant cette vidéo, on va pas trop s'attarder à ça puisque on cherche quand même un peu la performance, le plaisir de conduite, voilà, d'une petite voiture sportive. Donc clairement, la consommation, c'est pas quelque chose qu'on regarde. De toute façon, c'est comme les voitures thermiques. Quand on achète par exemple une petite Polo GTI ou ce genre de voiture ou une Clio RS, on n'est vraiment pas regardant côté consommation. Sinon, on n'achète pas une Alpine, mais plutôt une Renault 5. Alors mon avis global au volant de cette Alpine A290 pendant tout le week-end, c'est vraiment un véhicule coup de cœur pour le coup. J'ai adoré conduire ce véhicule. Voilà, on va pas parler des points négatifs côté consommation, fermeté du véhicule, puisque voilà, c'est un véhicule esprit sportif. Donc clairement, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré cette expérience. Je trouve qu'elle est quand même globalement réussie. Au niveau de la charge, j'ai pas eu de soucis. Au niveau de l'assistance à la conduite, l'assist drive est vraiment génial.
J'ai pas eu de bug, tout s'est bien passé, clairement. Bon, à part la petite recharge, mais là, c'est indépendant de la voiture, hein, c'était à cause de la borne. Voilà, donc franchement, très agréablement surpris sur ce véhicule. Je m'attendais à quand même quelque chose de bien pire. Surtout au niveau des temps de charge, etc. Donc franchement, ça va encore. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus, clairement. Alors est-ce qu'on peut recommander ce véhicule? Pas vraiment. Hein. Ça va être vraiment pour les personnes qui sont fans de la marque, qui veulent un petit véhicule sportif et qui n'ont pas besoin de regarder le montant de la facture pour ce véhicule, parce que clairement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On va pas, voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est certain. Soyons réalistes. Surtout si on veut s'en servir comme daily, hein, c'est-à-dire comme véhicule de tous les jours pour pouvoir conduire, faire ses petites courses, se balader, aller au boulot avec, ou même partir en week-end avec, c'est totalement possible, hein, on l'a vu, on l'a prouvé, mais voilà, c'est clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc ça sera réservé uniquement à une clientèle assez aisée. Ça ne sera vraiment pas destiné à tout le monde, malheureusement. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que franchement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce véhicule. Ma femme aussi, elle l'a conduit pas mal ce week-end et elle a vraiment adoré, même si c'était un petit peu ferme. C'est vraiment un véhicule qui pourrait servir tous les jours et voilà, partir de temps en temps en week-end avec, sans souci. Et Renault, alors je ne sais pas qui vraiment je dois remercier, mais en tout cas, merci à eux de m'avoir prêté ce véhicule pendant ce week-end, de m'avoir fait confiance. Merci à vous de regarder ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux tester ce genre de véhicule pour vous donner un petit peu aussi mon avis, mon expérience. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir, ça référence bien la vidéo et on peut tester plein de véhicules de ce type. N'oubliez pas aussi de partager sur les réseaux sociaux et de me suivre également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai posté énormément de photos, de vidéos, etc., de contenu, par exemple sur ce véhicule. Donc si vous avez raté tout ça, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a le lien de mon Instagram. Donc moi c'était Imagine Cyril, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.